Monsieur le Président, sur la non-imputabilité des faits poursuivis au colonel Blaise, l'infraction, par définition, c'est toute action ou omission prévue et punie par la loi pénale, qui est imputable à son auteur et qui ne se justifie pas par l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'un devoir. En s'inspirant de cette définition, Monsieur le Président, à la fois légale et doctrinale, il y a lieu de constater que le ministère public n'a pas démontré l'action ou l'omission qui serait imputable au colonel Blaise Goum. Quelle est l'action ou l'omission qui serait imputable au colonel Blaise Goum parmi les chefs d'accusation? Quelle est l'action ou l'omission que le ministère public a démontré ici? Rien. L'imputabilité est une notion juridique qui exprime la possibilité d'attribuer la responsabilité d'un fait à une personne. Donc, quelle que soit l'infraction commise, l'imputabilité constitue une condition nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité pénale, qui est personnelle. Autrement dit, l'imputabilité est le lien de rattachement d'une infraction à son auteur. Est-ce que le ministère public a fait cette démonstration? Rien de tout cela. Le ministère public n'a nullement démontré l'imputabilité des faits poursuivis au colonel Blaise. Monsieur le Président, honorables assesseurs, le colonel Blaise n'est pas un criminel ni un délinquant. Il a plutôt été un officier de police judiciaire exemplaire, discipliné et félicité par ses supérieurs hiérarchiques. C'est pourquoi il a été finalement nommé comme procureur militaire à l'issue d'une formation qu'il a brillamment validée en la matière. La réclusion criminelle à perpétuité, pourquoi? Pour quel crime? Pour quel crime? On va vous demander de rentrer en condamnation du colonel Blaise à perpétuité. Pour quel crime? Quelle démonstration juridique? Quelle preuve? Quelle pièce à conviction? Quels sont les témoins crédibles? Ou bien quels sont les témoignages crédibles et sincères qui ont été faits ici, de nature à établir la responsabilité pénale du colonel Blaise? Sur les éléments audiovisuels, les éléments vidéo et audio présentés au débat, mais aucun de ces éléments n'a incriminé le colonel Blaise. Les vidéos que nous avons tous suivies ici, ou bien visionnées ici, les audios, aucun élément n'incrimine le colonel Blaise. Aucun. Aucun de ces éléments ne prend le colonel Blaise, par exemple, aucune vidéo ne prend le colonel Blaise en train de commettre personnellement une quelconque infraction à la loi pénale, ou de donner des ordres ou des instructions à l'un des gendarmes, stagiaires de son équipe, d'alors à dessein de commettre les faits poursuivis. Aucun. Par ailleurs, Monsieur le Président, parlant en tout cas de la moralité, des expériences professionnelles du colonel Blaise, des témoins ont confirmé ici. Le général Ibrahima Baldé, qui est un ami de promotion du colonel Blaise, et le commandant Sori Kondé, lors de leur déposition ici, ça c'était devant tout le monde, à l'audience publique même, devant le tribunal de ces sièges, ils ont reconnu, ils ont confirmé la compétence, les expériences professionnelles et la propriété morale du colonel Blaise Goum. Lorsque, monsieur le procureur,
pour qui j'ai un respect très profond, ce procureur Sidiki, a demandé au colonel, au général Baldé, de lui parler du colonel Blaise. Il a d'abord tressailli de joie. Il a dit, oh, il a tressailli de joie, parce qu'il est tellement fier des prouesses, de la moralité, du savoir-vivre et du savoir-faire du colonel Blaise. Il a tressailli de joie. Avant de s'exprimer en ces termes, vous voulez m'amener à noter Blaise? Il continue, il dit, hé Blaise, tellement qu'il est fier de lui. Pour le général Ibrahima Baldé, le colonel Blaise Goum est un ami de promotion, une satisfaction, un produit ou fruit provenant de lui-même, un chrétien au vrai sens du mot, un élément sur qui il s'est appuyé dans l'organisation et le fonctionnement de la police judiciaire au sein de la gendarmerie nationale et pour la qualification du personnel gendarme par la formation. Quelle notation! Et c'est la réalité. Il le dit avec conviction, c'est ça la réalité. Cette notation ou appréciation de la part du général Ibrahim Baldé, qui était son chef d'état-major d'alors, qui est aussi son ami de promotion, qui connaît réellement qui est l'homme, qui est le colonel Blaise, cette notation ou appréciation constitue une confirmation des expériences professionnelles et de la probité morale du colonel Blaise Goum. Sori Kondé, après avoir reconnu la probité morale de son ancien collègue de service, je lui ai posé la question de savoir comment se fait-il que vous étiez 3 chefs d'équipe, vous êtes tous allés à l'esplanade du stade, et aujourd'hui, Blaise est dans le box des accusés, et vous êtes dans la colonne des témoins. Je l'ai même dit, honnêtement, en âme et conscience, où vous pouvez classer, si on vous disait de faire un classement entre les deux colonnes, colonne des accusés et colonne des témoins, où vous pouvez classer le colonel Blaise. En réponse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a attribué la présence du colonel Blaise dans le box des accusés à l'effet du destin. Ils étaient encore satisfaits à plus d'un titre. Il dit que, maître, c'est le destin. C'est le destin. Effectivement, c'est le destin. Sinon, il ne mérite pas dans ce box, il ne mérite pas d'être dans ce box. C'est pour vous dire que le colonel Blaise Goum n'a commis aucun acte pénalement condamnable pour mériter ce box des accusés. Donc, à l'instar du général Baldé, le colonel Blaise est plutôt un officier national respectueux des droits humains. Les qualités et formations professionnelles du colonel Blaise, ainsi que ses vertus chrétiennes et morales, ne lui permettent pas de porter atteinte à l'intégrité physique de qui que ce soit. Et le ministère public n'a exhibé aucun élément en la matière. Une information judiciaire ou instruction préparatoire qui a biaisé le droit et une poursuite ciblée, sélective et discriminatoire, telle est la physionomie de cette procédure, Monsieur le Président. Telle est la physionomie de cette procédure. À l'ouverture des débats dans la présente affaire, la défense a vivement dénoncé les irrégularités, les violations graves des droits des accusés. Mais bon, le tribunal a rejeté, nous sommes partis au fond, mais au fond, on n'a rien trouvé, en tout cas contre le colonel Blaise. On n'a rien trouvé contre lui. L'expression des sentiments ou des émotions de monsieur le procureur par des pleurs ne constitue nullement un élément de preuve en matière pénale. Les pleurs là ne sont pas des preuves. Le fait pour un parquetier de pleurer
à la fin de ces réquisitions, ce n'est pas une preuve qui peut être retenue contre Blaise. Ce sont ses émotions, ses sentiments à lui. Mais ce ne sont pas des preuves. En lieu et place de ces larmes, monsieur le procureur devait plutôt user de tous les moyens légaux, je dis bien de tous les moyens légaux, tendant à l'identification et à l'interpellation du premier auteur de ce viol, de cet acte ignoble et abominable, pour le soumettre à la rigueur de la loi pénale. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait démontrer, monsieur le procureur, et non des larmes. C'est ce qu'il fallait faire, monsieur le procureur, pour rendre la justice à la victime, que vous avez surnommé, ce n'est pas Eka ou bien Oka. C'est ce qu'il fallait. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, ne vous laissez pas distraire ou perturber par les larmes du ministère public, qui a raté sa cible, qui a failli à sa mission de poursuite. Il a tapé poteau dans cette procédure, comme le dit l'humoriste Adama Daiko, dans son émission Défense des 50 000. Il a tapé poteau. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, avant de résumer mes propos, je vais quand même répliquer sur certains points des plaidoiries, des parties civiles et aussi des réquisitions du ministère public, avant de résumer mon propos. Je ne vais pas citer les noms, mais quand je parle, la personne se reconnaît. On dit, pourquoi le colonel Blaise Goum était allé au stade alors qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre? Le colonel Blaise Goum n'était pas interdit d'aller au stade. La planification de ce jour lui permettait d'aller au stade et d'accomplir sa mission d'encadrement de la manifestation en se mettant à l'arrière-plan de la dite manifestation. En outre, le colonel Blaise n'était pas le seul ou agent des services spéciaux à être au stade, à aller au stade. Les 3 pick-up étaient là, les 3 chefs d'équipe étaient là. Où sont les 2 autres chefs d'équipe? Où sont-ils? Mieux, le colonel Blaise Goum n'a commis aucun acte répréhensible au stade. Aucune victime n'a dénoncé. Il a largement expliqué la mission d'encadrement de la manifestation qui est différente de celle du maintien d'ordre lors de son passage. On dit les agents des services spéciaux auraient tué une personne à la Belle Vie à 6 heures à l'esplanade du stade où le meeting devait se tenir. Les instruments sonores auraient été détruits et saccagés par les agents des services spéciaux en présence du colonel Tebro. Où sont ces matériels détruits? Quelle est l'identité de la personne qui serait tuée à la Belle Vie par les agents des services spéciaux? Quelle est l'identité du présumé auteur ou responsable de ce meurtre? Les recrues de Kalea auraient été supervisées par le colonel Blaise et que le jour de leur déploiement, c'est le colonel Blaise qui aurait fait la lecture de leur liste. Quel est l'acte de nomination ou de désignation du colonel Blaise comme superviseur des recrues de Kalea? Où est cet acte? Où se trouve cette prétendue liste des recrues de Kalea qui serait lue tantôt par le colonel Blaise, tantôt en sa présence? Selon l'un de mes distingués confrères de la partie civile, les déclarations du nommé Mamadi Soumaoro, qui était sur les lieux, sont plus importantes que la note de mise à la disposition du secrétariat d'État, au secrétariat d'État chargé des services spéciaux. Il est quand même juridiquement inconcevable, voire inadmissible, d'entendre un professionnel raisonner de la sorte, de surcroît un avocat. Le même confrère poursuit en ces termes. Le capitaine Moussa Dadis et ses complices, colonel Pivi, Thiebro et Blaise, ont voulu se soustraire de leur responsabilité pénale par leur évasion de la maison centrale.
il y a lieu d'ouvrir. Depuis les événements du 4 novembre, je me suis abstenu de faire des dénonciations, en tout cas d'intervenir à la presse. Mais je vais quand même ouvrir cette parenthèse de façon brève. Sur la prétendue tentative d'évasion dont l'un des confrères de la partie civile a fait état dans ses plaidoiries, comme l'une des prétendues preuves d'une prétendue complicité du capitaine Dadis, il est lieu de relever, Monsieur le Président, nos clients n'ont pas tenté de s'évader. Ils ont plutôt été enlevés, torturés, séquestrés par un groupe de commandos lourdement armés qui a fait irruption dans leur cellule commune. Cette défaillance notoire de l'État, cette défaillance est imputable à l'État à travers ses services de sécurité de l'administration pénitentiaire qui ont été incapables de riposter à cette attaque. Donc, cela ne saurait être imputable au président Dadis, au colonel Théobro, au colonel Blaise Goum. C'est une défaillance notoire. Nous nous réservons le droit d'exposer la réalité des faits de cette attaque manifestement brutale, barbare, cruelle et infernale dans les moindres détails au moment opportun. Monsieur le Président, je vais attirer votre attention sur quelque chose, sur un point. Vous avez vu à chaque fois qu'un confrère des partis civils, dans ses plaidoiries, tous ce point, ça éclairait le capitaine Dadis. Monsieur le Président, pour pouvoir mieux comprendre les réactions du capitaine Dadis, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Ce que nos clients ont subi ce jour, ils ne peuvent pas le souhaiter même à leur ennemi. Même nous autres, nos vies ont été exposées. Mon grand frère Zokame et moi, nos vies ont été exposées. Nous avons risqué notre vie. J'ai alerté monsieur le procureur qui a accompli sa mission. Si vous le faites, je vous félicite. Hein. Là, vraiment, c'est ça. Monsieur le procureur, vraiment, je vous en remercie. Il a joué son rôle. Il m'a mis en contact avec les éléments qu'il faut pour pouvoir faire ramener nos clients à la maison centrale. Je vous en remercie. Nous avons exposé notre vie. Nous avons risqué notre vie. J'ai même reçu un coup de pied ce jour-là. Mon image a circulé. Ils ont pris, mon client et moi, ils ont pris notre image contre notre gré. Et ça circulait, la toile. Mais ça fait partie des risques du métier. L'essentiel, il est là. Le confrère ajoute qu'il y a, selon lui, des gens dehors qui l'appellent pour lui donner certaines informations concernant le colonel Blaise qui conduisait les manifestants torturés aux services spéciaux. Mais pourquoi ces personnes qui donnent cette prétendue information ne se sont pas présentées devant le cabinet pour des juges d'instruction ou lors des débats contradictoires devant le tribunal de ce siège pour déposer et être confrontés au colonel Blaise? Pourquoi ils ne se sont pas présentés? Le tribunal de ce siège ne peut fonder sa décision sur les oui-dits. Non. C'est plutôt sur les éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires. Le confrère conclut en ces termes: les 400 hommes qui seraient sur le colonel Pivi auraient été sélectionnés par Makambo, Blaise et Pivi lui-même. En réalité, le colonel Blaise n'a pas connu Pivi. En tout cas, n'a entretenu aucun rapport particulier avec Pivi et Joseph Makambo, paix à son âme, en 2009. De surcroît, travailler ou collaborer avec ce dernier pour quelque fin que ce soit. Une de nos consoeurs des partis civils toujours, le colonel Blaise est complice de meurtre, d'assassinat, parce que
Elle mélange même les chefs d'accusation contre le colonel Blaise. Elle ne maîtrise même pas. Parce que tout simplement, il était à la tête d'un contingent au stade et il était constamment à Kalia, selon le même Mauro, pour exécuter les ordres de Dadis. Ce sont des contre-vérités. Il a aussi complice de viol dans la mesure où il s'était mis à la tête d'un contingent pour se rendre au stade. Le fait d'aller avec ces éléments au stade constitue une complicité de viol? J'ai dit non. Il est aussi accusé de détention illégale d'armes de guerre, ce qui n'est pas dans les chefs d'accusation. Donc, elle mélange tout. Donc, ne sachant pas ce qu'il faut reprocher à Blaise, elle a mélangé les infractions qu'ils ont reprochées à mon client selon l'ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi ne fait nulle part mention de détention illégale d'armes de guerre en ce qui concerne le colonel Blaise. Où sont d'ailleurs ces armes? Un autre confrère, là j'en passe, vous avez déjà parlé de ça. Selon un autre confrère des partis civils, le colonel Blaise ne pouvait pas laisser son chef Théogro au stade et se retourner dans son unité. Le colonel Blaise et le ministre Théogro seraient tous deux entrés ensemble à l'intérieur du stade. Mais les deux n'avaient pas le même programme. Les deux n'avaient pas le même programme. Blaise est sorti avec son équipe, Théogro c'était un ministre. Il avait son programme particulier à lui. Au stade, c'est vrai que Blaise l'a vu de loin, en train de faire la sensibilisation, mais les deux n'ont même pas échangé. De surcroît, entrer au stade ensemble. Sur la prétendue présence du colonel Blaise, je vous ai déjà parlé. Les nombreux policiers qu'on a vus dans cette vidéo autour de leur commandant, en l'occurrence le général Bafé, eux, ils ont fait quoi? Ils ont sauvé qui? Et une précision est importante sur ce point. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé, mais dans leur plaidoirie, surtout les partis civils, disaient qu'il a abandonné les gens en danger, les populations civiles en danger. Mais le contingent de Bérets Rouges n'a tiré sur aucun manifestant en prenant du colonel Blaise. Lui, il a quitté pendant qu'il faisait leur tir de sommation. Tir de sommation. D'autres disent que non, que Blaise a dit que les Bérets Rouges tiraient dans tous les sens. Non, il n'a pas dit ça. Il dit tir de sommation. Je ne suis pas militaire ni paramilitaire. Mais quand on parle de tir de sommation, je pense que c'est sur le plan, dans le sens vertical. En tout cas, tirer à l'air. Monsieur le procureur. Le fait que le colonel Blaise Goum ait été formateur des anciens recrues de Calais en 2008 ne fait pas automatiquement de lui formateur ou encadreur ou superviseur des recrues du CNDD en 2009. L'acte par lequel Blaise a été désigné ou bien choisi comme formateur des recrues de 2008, nous avons produit aussi cet acte. Nous l'avons produit. Cet acte est différent de l'acte de sa mise à la disposition. Et ça, c'était au temps de compter. C'était au temps de compter. Ça, c'est la note de service qui date du 19 août 2008, signée par le chef d'état-major adjoint, le colonel Mamadou Samba Ba. Ça, c'est différent. C'est différent. Et après cette formation, Blaise n'a plus fréquenté Kalia, surtout en 2009. Non, il ne peut pas se lever. Il a été à Calais en 2008 parce qu'il y a une liste qui est sortie, son nom était dans cette liste. Son nom était dans cette liste. Et c'est en vertu de cette liste, il est allé à Calais pour s'occuper de ses recrues d'alors. Blaise Goum, 14e position, numéro d'ordre.
Le confrère lui-même reconnaît encore dans ses plaidoiries que le colonel Blaise a été instructeur avant l'ère du CNDD. Et nous avons produit, je ne cesserai de le dire, l'acte de sa désignation comme formateur 2008. Ils disent que le colonel Blaise aurait servi de guide. Il n'a servi de guide à personne, à qui que ce soit. Ce sont des affirmations gratuites. Donc, sous la prétendue non-assistance à personne en danger, les dispositions en la matière sont claires. Vous ne pouvez pas... Et les personnes, comme je l'ai dit tantôt, un contenant de bureau qui arrive, qui fait des tirs de sommation, je ne sais pas pour quelle raison ils sont là. Si je me retire pour éviter toute compromission, est-ce que cela constitue une non-assistance à personne en danger? J'ai dit non. Je ne connais pas leur intention. Ce ne sont pas des bandits, ni des loupards. Ils relevaient de l'armée régulière. Je ne connais pas leur intention. Pour éviter toute compromission, je préfère me retirer. C'est ce qu'il a fait. C'est non-assistance à personne en danger, ça ne tient pas. Un autre dit, le colonel Blaise aurait déclaré qu'il avait un antécédent avec le commandant Toumba. Je m'inscris en faux contre cette déclaration. Blaise n'a jamais déclaré qu'il avait un antécédent avec Toumba. Non. Blaise n'avait aucun rapport avec la personne physique de Toumba. Blaise ne pouvait pas avoir un antécédent avec quelqu'un avec qui il n'a jamais collaboré. Ou bien il n'entretient aucun rapport. Non. Il a dit dans son PV d'interrogatoire que les bérets rouges ne faisaient pas bon ménage avec les gendarmes des services spéciaux. Ça, c'est un cas général. Cela ne veut pas dire qu'il y avait un antécédent personnel entre lui et Toumba. Non. Non. Et ça a été démontré ici. Là, je ne rentre pas dans ce détail-là. Selon l'une de nos consoeurs, voilà, le confrère poursuit en disant que Blaise aurait été entendu par la commission d'enquête internationale, ce qui est archi faux. Je m'inscris en faux contre cette déclaration. Blaise n'a jamais été convoqué par cette commission. Blaise n'a jamais été entendu. Il n'a jamais comparé devant cette commission. Cette commission ne l'a pas convoqué. En tout cas, comme pour le contraire, qu'on me donne au moins son PV d'interrogatoire, ou en tout cas devant cette commission. Ou bien l'acte de sa convocation au moins devant cette commission. Je m'inscris en faux contre cette déclaration. Selon l'une de mes consoeurs de la partie civile, le colonel Blaise aurait déclaré qu'il n'est pas un gendarme qui a un excès de zèle en lui. Il ne pouvait pas appeler un gendarme ni un policier. Mais les gendarmes et les policiers étaient déjà présents avec leur commandant ou supérieur hiérarchique. Vous voulez qu'il appelle qui? Vous voulez qu'il appelle qui? Le témoin du général Bafoué est très édifiant sur ce point. Quand on a posé la question au général Bafoué ici, on a dit, mais vous aussi, vous étiez présents. Les bérets sont arrivés à votre présence. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Il a dit quoi? Il a dit, il ne fallait pas faire le faux héros. Donc, si le général Bafoué et ses plus de 300 policiers n'ont pas riposté, n'ont rien fait, c'est Blaise et ces 5 éléments qui vont faire le faux héros? Le faux héros? Non. Il dit, c'est quand les gendarmes des services spéciaux ont lancé les gaz lacrymogènes que les bérets rouges ont fait irruption dans le stade en tirant. Donc,
les services spéciaux alors attendaient, ou bien les bureaux rouges étaient postés quelque part en train d'attendre le lancement, ou bien le mot d'ordre. Ce sont des contre-vérités. Selon le confrère, le colonel Blaise a été incapable d'empêcher la commission des infractions. Bon, ça, j'ai déjà répliqué à ça. Le ministère public, qui m'intéresse encore, étant conscient qu'il n'existe aucun élément de preuve dans les pièces du dossier pouvant établir, en tout cas, j'ai parlé des photos et autres, la photo, on n'a même pas besoin d'être un expert en images ou en reconnaissance faciale pour distinguer cette photo de la véritable photo du colonel Blaise, à moins, voilà, qu'on ait la myopie. Cette prétendue photo, image, voilà. J'ai déjà parlé de ça. Sur les faits, j'ai suivi le représentant du ministère public, le premier intervenant, dire que Blaise aurait dit des... Bon, c'est bon, on va se limiter là aujourd'hui.